Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Océan Politique, votre rendez-vous d'analyse, de réflexion et de décryptage des grands enjeux de notre société. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un invité dont la rigueur intellectuelle et la profondeur d'analyse font autorité dans le monde académique et économique. Il est docteur Mor Gassama, économiste, enseignant, chercheur à l'INSEPS de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste des questions de développement, de gouvernance économique et de politique publique. Il partage avec nous son regard éclairé sur les dynamiques économiques et sociales qui façonnent notre pays et notre continent. Bonjour, M. Gassama. Et bonjour, M. Diop. C'est un grand plaisir de venir partager avec vous. Comme d'habitude, on aime toujours en tout cas partager avec les gens parce que ça fait partie de c'est l'une de nos missions en tant qu'universitaire. Voilà, c'est ce qu'on appelle le service à la communauté. Vous pouvez ajouter quelque chose pour permettre à nos auditeurs de mieux vous découvrir? Oui, je suis ancien chercheur, économiste de formation. J'ai démarré mes études supérieures à la FASEC après un baccalauréat scientifique au Collège moderne du 3e millénaire, ce qu'on appelle les pédagogues. Après une maîtrise en sciences économiques, option analyse politique économique à l'UCAD, je me suis rendu en France pour poursuivre mes études. J'ai fait là-bas un DEA en économie à l'Université Paris-Dauphine, un master professionnel en intelligence économique à l'Université Madeleine-Vallée et une thèse de doctorat en sciences économiques qui portait sur le sujet suivant: la microfinance et le développement local au Sénégal. C'est une thèse que j'ai soutenue en 2011 et depuis lors je suis de retour au Sénégal et je m'active dans l'enseignement supérieur. J'ai démarré avec l'INSEPS en 2013. Un parcours très riche. Merci beaucoup. Merci à M. Gassama. Alors, la dette cachée, qui est un sujet d'actualité, qu'entend-on précisément par dette cachée et en quoi se distingue-t-elle de la dette publique officiellement déclarée par un État? Merci beaucoup. Je pense qu'il serait intéressant effectivement d'apporter des précisions parce que lorsque les gens parlent de dette cachée ou encore utilisent les terminologies du FMI qui nous parlent de dette dissimulée, parce que c'est un langage purement diplomatique, mais en réalité il s'agit simplement d'une dette qui n'a pas respecté le circuit classique. Donc autrement dit, c'est une dette vraiment hors circuit. Parce que de manière générale, lorsque l'État doit s'endetter, il informe toujours la représentation nationale, qu'on appelle l'Assemblée nationale. Voilà, pour certaines, par exemple, on a un déficit budgétaire qui va tourner autour de 1245 milliards. Ça apparaît très clairement sur la loi de finances initiale. Donc ça veut dire qu'après, quelles que soient les émissions qui seront faites, les gens seront toujours informés. Après, s'il y a une augmentation entre-temps parce qu'il y a d'autres besoins, dans la loi de finances rectificative, on viendra à nouveau informer les députés. Ça veut dire que ça va figurer vraiment dans les comptes de l'État. Il y a des services également dédiés. La direction donc, de la dette, la direction de la dette donc, publique. Il y a aussi ce qu'on appelle la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques. Tout cela constitue vraiment l'arsenal ou les structures de l'État qui s'occupent exclusivement de la dette, qui choisissent les bons moments pour emprunter, mais aussi qui font en tout cas un tri, une sélection pour voir là où il faudrait emprunter, voilà, les meilleures offres, etc., etc. Maintenant, si on a une dette qui ne figure pas du tout à ce niveau-là, ça veut dire que nos partenaires ne peuvent pas être informés parce que les chiffres officiels venant du ministère des Finances ne vont pas les évoquer. Voilà, raison pour laquelle vous interrogez le FMI, il te dira que je ne suis pas au courant, vous interrogez la BCEAO, il te dira exactement la même chose. Mais est-ce que ces structures jouent véritablement leur rôle? Bien sûr, elles jouent véritablement leur rôle.
Parce que en réalité, c'est à l'État de donner, donc présenter donc ces chiffres officiels. Voilà. Donc cela veut dire que on n'a pas le droit de douter des statistiques officielles d'un État. Okay. L'État qui a des services dédiés avec des experts avérés qui font correctement le travail. Voilà, maintenant, si on va jusqu'à parler vraiment d'une dette cachée ou dissimulée, ça veut dire que en réalité, ça ne peut être qu'intentionnel. C'est ça. Vous voulez toujours garder, respecter ce qu'on appelle certains critères de convergence communautaire, à savoir par exemple ne pas dépasser les 70% du taux d'endettement par rapport au PIB. On se rapporte les 70%, on vient juste de les dépasser, donc on cherche d'autres alternatives, d'autres moyens de contournement pour trouver des fonds, les utiliser sans pour autant perturber un peu ces rapports, ce qui veut dire que vous serez toujours bien apprécié par l'organisation communautaire comme un bon élève, mais également les agences de notation ne vont pas vous sanctionner, c'est-à-dire vous n'allez pas avoir une note vraiment qui va baisser, qui sera rétrogradée pour la seule et simple raison que vous avez toujours respecté certains critères. Voilà, je pense que c'était l'objectif qui était visé. Donc en toute réalité, vraiment, on ne peut pas penser qu'une seule fois que les dirigeants n'étaient pas du tout au courant. Pour moi, c'était vraiment bien réfléchi, c'était un moyen de contournement pour continuer à trouver des financements tout en respectant les critères de convergence. Okay. Alors, quels mécanismes permettent à certains États ou institutions publiques de dissimuler ou de minimiser leur niveau réel d'endettement? En tout cas, s'il faudrait respecter les textes, cela veut dire que lorsque vous avez des besoins de financement, il faudrait chercher chercher cet argent-là au niveau des marchés. Ça peut être au niveau interne, au niveau communautaire, comme au niveau international. Donc ça dépendra maintenant de ce que les services dédiés ont choisi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, pour un État qui doit chercher à maîtriser son niveau d'endettement. Donc ça veut dire que essayer autant que possible de maîtriser le niveau de déficit budgétaire. Voilà. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose de grave, le fait de s'endetter. Parce que en réalité, lorsque vous avez des projets, il faudrait chercher un financement. Il faudrait, si vous n'avez pas les moyens, il faudrait vous endetter. Ça, il n'y a rien de grave. Les pays les plus développés sont les plus endettés. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est ce que vous allez faire de l'argent. Parce que c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on théorise un bon endettement et un mauvais endettement. Tout à fait. Parce qu'un endettement qui permet de construire des routes, des autoroutes, qui permet de construire des universités, d'investir dans l'éducation, la santé, l'agriculture, la recherche, ça aura un impact positif sur la productivité, donc sur la croissance économique, donc dans le long terme. Par contre, si c'est vraiment pour engager certains travaux, aller surfacturer et que la moitié de l'argent se retrouve dans les poches des gens, ou encore engager des dépenses de prestige, forcément cet endettement-là n'aura pas d'impact sur le développement économique et social de la population. Quelles sont les conséquences économiques et sociales de la dette cachée lorsqu'elle est révélée ou lorsqu'elle devient insoutenable? En tout cas, lorsque le niveau d'endettement augmente, la conséquence immédiate, c'est que le service de la dette aussi augmente. Voilà, en toute simplicité. Voilà. Si vous me devez 100 000 francs à un taux de 7%, un taux annuel, ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous devez payer 7 000 francs. Maintenant, si le montant passe à 200 000, ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous allez donner cette fois-ci
voilà, 7 000 plus 7 000, ça fait 14 000 francs, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que s'il s'agit de milliards, parce qu'au début, on nous parlait d'un niveau d'endettement de 15 000 milliards, le premier rapport nous parlait de 18 000 milliards, aujourd'hui on est à plus de 23 000 et quelques milliards. Donc ça veut dire que le coût de l'endettement, quand même, ce qu'on a le service de la dette, est élevé, très élevé. Donc ce sont des dizaines de milliards ou des centaines de milliards à payer, parce que ce sont des engagements, il faut les respecter. Alors, si on n'était pas à ce niveau d'endettement, ça devrait être de l'argent utilisé ou à orienter vers vraiment les secteurs sociaux de base, ce qui va incontestablement améliorer le niveau de bien-être de la population. C'était pour mettre en lumière les risques pour la stabilité financière, les politiques publiques et la confiance des citoyens. Vous savez, lorsqu'on dirige un pays, il faudrait avoir l'habitude de communiquer avec les populations, mais aussi gouverner dans la transparence. Parce que si le gouvernement s'endette, c'est pour régler le problème des populations. Pourquoi même pour cet endettement-là avec ces histoires de dette cachée, les gens parfois même ont du mal à retracer vraiment la destination de cet argent-là ou d'une bonne partie de cet argent-là, alors que ça ne devait pas poser de problème. Comme ce qui s'est passé tout récemment avec le gouvernement, le dernier appel public à l'épargne, en disant que le gouvernement du Sénégal cherche 300 milliards parce qu'il doit financer des projets structurants dans l'éducation, dans la santé, dans le numérique, dans l'agriculture, etc. Là, les gens savent ce que vous voulez faire, est-ce que vous allez injecter l'argent, et on va s'attendre, bien entendu, voilà, à un impact positif donc dans le futur. Alors, maintenant, si on se contente de lever des fonds par tous les moyens, d'ouvrir énormément de comptes bancaires dans les banques, ça veut dire que forcément l'intention de cacher était là, ou en tout cas de détourner l'objectif. Il y a même certains montants qui étaient directement logés dans des comptes privés, c'est-à-dire des pays personnels. Ça, c'est incompréhensible dans un pays, parce qu'en matière de finances publiques, il y a toujours ce qu'on appelle l'unicité de compte. Tout ce qui est argent appartenant à l'État doit être logé au niveau du trésor public. Mais toutes les dépenses de l'État aussi sont exécutées par le trésor public. Cela n'a pas été respecté. C'est pourquoi je vous pose cette question. Pourtant, nos gouvernants communiquent, mais est-ce qu'ils donnent la bonne information? En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que pour le régime passé, ou le régime du président Sall, ce problème existait. Parce que sinon, on n'allait pas venir jusque-là et parler de ces histoires de dette cachée. Et ensuite, pour certains engagements, les gens ont trouvé ce qu'on appelle le financement qui a été reçu. Mais la destination pose parfois problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transparence. Celui maintenant qui ne gouverne pas dans la transparence aura du mal à communiquer correctement. Tout à fait. Voilà. Parce que vous allez susciter beaucoup de réflexions, beaucoup d'interrogations, et vous ne serez pas prêt à donner les détails. Et comme les gens aussi ont de l'expertise, dès que vous commencez, ils vont aussi réfléchir et voir un peu ce que vous voulez faire et surtout vous signaler les manquements. Okay. Voilà, c'est pourquoi les gens font le tout pour éviter même d'entrer dans certains sujets. Okay. Monsieur Gassama, existe-t-il des indicateurs fiables ou des outils d'analyse qui permettent d'anticiper ou de détecter l'existence de cette dette cachée? En principe, si les normes étaient respectées, on ne devrait pas parler de dette cachée. Okay. Voilà, parce que vous êtes un État, vous avez le droit de vous endetter. Mais il y a donc un circuit à respecter. Voilà. Vous devez toujours, parce que vous exprimez ce que vous voulez, vous avez vos services qui sont dédiés. Je peux citer soit les francs services. Voilà, chacun en ce qui concerne fait ce qu'on attend de lui. Et ensuite, l'argent est reçu. Voilà. Maintenant, si on l'avait déjà présenté en loi de finances initiale, ça veut dire que les députés sont déjà au courant. Mais si on ne l'avait pas fait aussi,
on peut revenir en loi de finances rectificative et donner la bonne information. Maintenant, si vous informez les députés, le document existe et on peut toujours le consulter au niveau du site du ministère des Finances. Cela veut dire qu'il n'y a pas de dette cachée, tout est clair. Voilà, maintenant, pourquoi on a fait exprès pour utiliser certaines entreprises publiques ou parapubliques et ensuite peut-être utiliser une bonne part de cet argent-là à d'autres fins? C'est ce qui pose problème. Autrement dit, c'est vraiment, on peut le qualifier comme étant une faute de gestion. C'était pour voir les capacités d'audit, de transparence et le rôle des institutions comme la Cour des comptes et les organes de notation. Oui, bon, parce que pour la Cour des comptes, souvent, elle vient pour vérifier et certifier les comptes en fonction des informations reçues. Donc ça veut dire, j'ai même entendu certains remettre en cause leur intégrité parce que, soi-disant, on ne peut pas se permettre de confirmer ou de certifier certains comptes. Après, on revient encore pour dire qu'on n'était pas au courant. Parce qu'elle s'était concentrée effectivement sur la dette qui a suivi vraiment le circuit classique, le circuit normal. Une dette hors circuit qui n'a pas été signalée par celui qui l'a fait. Peut-être c'était une stratégie pour lever des fonds à un coût plus faible. Ce n'est pas mal si on veut le faire. Mais tout ça, on doit le faire quand même dans la transparence. Tout à fait. Voilà, c'est ce qui a manqué. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Après maintenant, en ce qui concerne les agences de notation, il y a toujours des critères. Ça veut dire que si le niveau d'endettement augmente ou encore le déficit budgétaire augmente, s'il y a des perturbations préélectorales ou post-électorales, tout cela, souvent, ça va influencer sur le risque pays. Voilà. Et si vous voulez chercher de l'argent ailleurs, donc en dehors au niveau international, par exemple le fait de chercher des eurobonds, vous êtes obligé souvent de passer par d'être noté par ces agences-là. Voilà, pour permettre aux autres investisseurs de pouvoir apprécier donc le niveau de risque du pays. Voilà, et plus le niveau d'endettement dépasse les normes communautaires, voilà, plus vous présentez un risque, ce qui fait que la note peut toujours chuter. Est-ce que la note est bonne pour le Sénégal? Du tout. On a vu que depuis ces derniers mois, une dégradation de la note par Standard & Poor's et 2 fois par Moody's. Voilà, ce qui fait que pour Moody's, on est passé de B3 plus à donc CC2. Donc le problème qui se pose, c'est ces deux. Voilà. Ce qui se pose, ça veut dire que vous présentez un grand risque avec un niveau de rendement élevé. Celui qui est censé investir, c'est-à-dire vous prêtez de l'argent, forcément va exiger beaucoup plus. Parce que c'est ça aussi. Lorsque le niveau de risque est élevé, vous êtes censé payer plus cher. Voilà. Et ça peut réduire en tout cas ou diminuer le niveau de confiance. Mais là aussi, il y a matière à débattre. Parce qu'on a constaté qu'il y ait vraiment un petit décalage entre ce qui a été révélé comme note et la réalité du terrain, dans la plupart du temps. Parce que après, on a l'impression que ce sont vraiment des informations qui sont traitées, analysées à partir des algorithmes et vous avez la note qui tombe directement. Voilà, sinon, je ne vois pas pourquoi on ne devait pas tenir compte des efforts d'assainissement, de lutte contre la corruption, donc de transparence et donc de rationalisation des dépenses publiques. Tous ces efforts-là faits par les autorités devrait quand même rassurer les partenaires. C'est pourquoi j'ai dit que le baromètre le plus sûr, ce sont vraiment les investisseurs. Parce que l'investisseur, c'est celui qui a son argent et qui est prêt à le mettre quelque part. S'il n'est pas rassuré, il ne va pas le faire. Ou bien il va exiger beaucoup plus. Maintenant, on a constaté que malgré la baisse de la note souveraine du Sénégal par ces agences de notation, en tout cas les 3 appels publics à l'épargne ont connu un succès éclatant. Donc le premier c'était au mois d'avril 2025,
lorsque le gouvernement du Sénégal cherchait 150 milliards, espérant l'avoir sur une durée d'un mois, on a constaté qu'au bout d'une semaine, il avait déjà atteint les 150 milliards. Au bout de 2 semaines, on était à 405 milliards. On a dû même arrêter par anticipation. Ce qui veut dire que, malgré la note souveraine, voilà, qui n'est pas rassurante, les investisseurs quand même font confiance au gouvernement du Sénégal. Voilà, le deuxième appel public à l'épargne, c'était au mois de juin, fin juin. Là aussi, le gouvernement du Sénégal cherchait donc 300 milliards. Il s'est retrouvé avec 346 milliards. Donc, un très bon taux de couverture qui dépasse très largement les 100%. Tout à fait. Et tout dernièrement, avec le dernier appel public à l'épargne, incluant bien entendu les diaspora bonds, là aussi, on a constaté qu'il cherchait 300 milliards et il se retrouve avec 450 milliards, soit un taux de couverture de 150%. Cela signifie quoi? Que les investisseurs continuent à faire confiance au Sénégal. Ça, c'est extrêmement important. Mieux encore, le Sénégal vient d'organiser ce qu'on appelle le forum Invest in Sénégal. Tout à fait. Qu'il espérait avoir 7 000 visiteurs. Il se retrouve avec 11 000 et quelques visiteurs. Et dans ces projections d'engagement, on misait sur environ 10 000 milliards. Là, on se retrouve avec plus de 13 000 milliards, exactement 13 211 milliards d'engagement pour 51 projets. Cela signifie quoi? Que ça a été un succès éclatant et que, quoi qu'on puisse dire, les investisseurs, quand même, font confiance au Sénégal. Ça veut dire que, même si la note souveraine accordée par Moody's laisse à désirer, pour les investisseurs, les perspectives du Sénégal sont bonnes. Et pour moi, c'est le baromètre le plus sûr. Okay. Malgré cette dette cachée, on a de l'espoir pour les investissements futurs. Évidemment, sinon les gens n'allaient pas prendre autant d'engagement. Voilà, maintenant, j'ai juste dit engagement, donc ce sont des intentions d'investissement. Mais ce n'est pas encore des choses qui sont réalisées. Donc cela veut dire que c'est maintenant à l'administration de montrer sa capacité à accompagner les investisseurs afin que ces engagements soient traduits en actes concrets. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs le Premier ministre avait lancé un appel à l'administration, voilà, afin qu'elle facilite les démarches pour les investisseurs. Parce que voilà, et dans les mois à venir ou années à venir, je pense qu'on pourra toujours évaluer pour savoir exactement le niveau d'absorption par rapport aux engagements. Mais est-ce que la stabilité du pays n'a pas joué un rôle primordial aussi également? Évidemment, ça a toujours été un facteur dominant, un facteur extrêmement important lorsqu'on parle du Sénégal. On a l'habitude de dire que beaucoup de firmes internationales sont au Sénégal, ils font leur siège ici au Sénégal. Ce qui les intéresse véritablement, ce n'est pas forcément le marché sénégalais, mais c'est le marché de la sous-région. Maintenant, avec notre stabilité légendaire et notre position géographique, ça constitue des atouts incontestablement et le Sénégal doit en profiter. Okay. Dernière question sur la dette, M. Gassama. Dans le contexte africain ou des pays en développement, la dette cachée est-elle un symptôme de mauvaise gouvernance, de pression extérieure ou d'un système financier mondial déséquilibré? Moi, je pense que ça ne peut être qu'un comportement de mauvaise gouvernance. Voilà. Parce qu'en réalité, lorsqu'un pays s'endette, il y a des voies à suivre. Il y a un circuit normal. Quel que soit le montant, si vous jouez la transparence, c'est ce qu'il faudrait respecter. À chacun son rôle. Donc, si tel est le cas, en principe, on ne devrait même pas parler de dette cachée ou de dette dissimulée ou de tout ce que vous voulez. Voilà, parce qu'en réalité, ça montre un problème. Donc, dans la de transparence ou de bonne gouvernance dans la gestion donc, des biens publics ou des affaires publiques. Voilà. Sinon, il faudrait prendre des mesures, en tout cas correctives,
et éviter que de pareilles choses ne se reproduisent dans le futur. Voilà, donc on l'a connu dans le passé ailleurs en Afrique, mais souvent, il faut le dire, hein, ce sont vraiment des choses rarissimes. Le FMI quand même a eu à féliciter le courage des autorités sénégalaises de parler de cette dette cachée-là ou dissimulée. Ça aurait été plus simple de se taire et de recevoir rapidement les décaissements du FMI. Mais tôt ou tard, on sera rattrapé par ce comportement-là. Il y a des conséquences. Oui, forcément. Parce que vous n'allez pas dire la vérité, vous allez investir et faire des projections qui ne seront pas du tout atteintes pour la seule et simple raison que ce sont souvent des projections donc erronées. Parce que vous le faites avec des données erronées, donc vos résultats seront forcément biaisés. Donc ça, c'est des choses à éviter. Voilà, en plus de cela, le FMI était censé aussi, ou en tout cas il est censé accompagner les nouvelles autorités, parce que ce n'est pas le FMI qui a découvert cette dette cachée, c'est le Sénégal qui l'a dénoncé. Donc on joue la carte de la transparence. Et tout le monde est censé quand même vouloir avoir un partenaire qui joue la transparence. Voilà, et si même les choses traînent du côté du FMI, c'est un bon signe. Très bien, de gouvernance. Tout à fait. Parce que si le FMI continue à faire traîner les choses, c'est comme si véritablement on donnait un mauvais signal à tous ceux qui cherchent le pouvoir aujourd'hui en Afrique, en leur disant attention, vous qui êtes dans l'opposition, si toutefois vous arrivez au pouvoir, même si vous trouvez des choses peu orthodoxes, il faudrait vous calmer, essayer de gérer et ne pas le dévoiler, sinon vous savez, la sentence va tomber encore pour 2 ans sans le moindre décaissement et vous allez emprunter sur le marché à des taux plus élevés. Voilà, mais le fait de décider de les accompagner va donner aussi un signal fort aux autres qui prétendent en tout cas accéder au pouvoir chez eux, en disant que si vous faites des audits, quel que soit ce que vous trouvez, que ça soit normal ou anormal, il faut dire toujours la vérité. Voilà. Okay. C'était pour ouvrir une dimension géopolitique et critique tout en contextualisant selon la sous-région. Alors, abordons le second thème de cette émission, le secteur industriel chez Gassama. Comment évaluerez-vous l'état actuel du secteur industriel au Sénégal en termes de contribution au PIB et d'emploi? Oui, en tout cas, c'est un secteur qui n'est pas très dynamique. Ça, on ne peut pas dire le contraire pour la simple raison que sa contribution au PIB ne dépasse pas les 24%. Voilà, donc le PIB est supporté par le secteur tertiaire à hauteur de presque 58%, ce qui fait que jusqu'à présent, on a du mal à régler beaucoup de problèmes parce que la plupart de la population active reste toujours dans le secteur primaire, qui en tout cas est très peu productif. Donc ça aussi, donc c'est un autre problème. Voilà, mais ce qu'on constate souvent en tout cas, c'est pour les jeunes qui entrent dans le marché du travail, beaucoup d'entre eux s'activent dans le secteur informel. On dit qu'ils sont à environ 300 000 par année. Les 96,5% sont dans l'informel. Il n'y a que les 3,5% qui sont dans le secteur formel, public et privé compris. Donc ça veut dire que le secteur informel a encore de beaux jours devant nous. Voilà, mais comme sa contribution au PIB est faible, il faudrait que les pouvoirs publics l'accompagnent et cherchent aussi à donc formaliser le maximum possible, même si pour certains formalisation est équivalence de fiscalité, mais tel n'est pas forcément le cas. Il y a tellement d'avantages dans la formalisation que si on ne voit que cette dimension-là, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Voilà, maintenant pour quelqu'un qui n'a pas compris et qui est vraiment dans la confusion, il faut simplement lui expliquer. S'il comprend, il saura que c'est beaucoup plus intéressant pour lui. Tout à fait. C'était pour dresser un diagnostic clair et chiffré du poids de l'industrie dans l'économie nationale. Alors, le Sénégal a adopté plusieurs plans comme le PSE, le plan Sénégal émergent. Ces politiques, M. Gassama, ont-elles réellement stimulé l'industrialisation du pays? Malheureusement,
Non. J'ai dit malheureusement parce que j'aurais bien aimé que ça soit le contraire. Parce que, en tout cas, depuis pratiquement les indépendants jusqu'à présent, à chaque fois que vous regardez un gouvernement, il y a toujours le ministère donc, de l'industrialisation. Souvent, qui se contente voilà, de faire quelques animations, quelques séminaires, mais qui ne prend pas beaucoup d'initiatives pour accompagner le secteur privé à la création de véritables champions nationaux. Ça fait énormément défaut. Voilà. En tout cas, dans le cadre du PSE, on ne peut pas douter que ça a été le point faible. Aucune entreprise créée allant dans ce sens. Voilà. Et j'ose espérer que les nouvelles autorités, en tout cas, ont appris la leçon. Et que celui en tout cas qui est affecté dans ce département-là, qui est un expert avéré, le docteur Serigne Gueye Diop, qui s'y connaît, qui a de l'expérience en la matière, nous osons espérer en tout cas qu'il accompagnera beaucoup le secteur primaire, le secteur privé à relever donc ce défi de l'industrialisation. Parce que on est en train de faire des efforts dans le cadre de la souveraineté alimentaire et énergétique. Voilà, parce qu'avec la souveraineté alimentaire, vous allez produire beaucoup. Vous allez réduire donc la dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour les importations de denrées alimentaires. Mais si vous produisez en quantité suffisante, il faut penser à la transformation. Surtout la transformation, c'est important. Voilà, il faut transformer parce que vous ne pouvez pas vous contenter d'exporter des matières premières. Alors qu'en transformant, ça vous permet de capter le maximum possible sur la chaîne de valeur. Tout à fait. Voilà, donc il ne suffit pas seulement de tenir des réunions à n'en jamais finir ou de tenir des discours, il faut aller vers du concret. Voilà, dans certains secteurs stratégiques, souvent, si le privé national continue à hésiter, il faut que l'État donc accompagne. Parfois même, il peut prendre les initiatives, commencer à mettre les moyens, voilà, pour les en tout cas motiver. Et lorsque les choses vont commencer à fonctionner, il pourra se retirer progressivement et laisser le secteur privé dérouler. Voilà, parce que le rôle de l'État, ce n'est pas forcément de créer des entreprises, mais plutôt d'accompagner, de laisser les entreprises créer, et surtout de créer les conditions pour que les entreprises puissent prospérer. D'ailleurs, il y a une volonté, si on voit l'actualité, il y a une volonté de mieux faire en organisant des assises des industries récemment avec le patronat. Oui, en tout cas, la volonté n'a jamais manqué. Voilà, que ça soit sous le régime du président Wade ou du président Sall, ça n'a jamais manqué. Mais c'est plutôt les actes concrets qui faisaient défaut. Voilà. Maintenant, avec surtout le référentiel Sénégal 2050, avec la notion donc, de pôle territoire, où dans chaque pôle, on mettra en exergue, en tout cas, les activités donc dominantes et pour essayer de capter les jeunes, créer donc une ou des entreprises qui vont vraiment recruter en grande quantité et donner aussi des emplois décents donc aux jeunes. On pense que c'est une occasion vraiment idéale pour industrialiser le pays. Monsieur Gassama, quel rôle le secteur privé sénégalais joue-t-il dans la dynamique industrielle et quelles sont les conditions pour encourager les investissements locaux? Le secteur privé est censé tirer la croissance, même si il dispose des moyens limités, mais son rôle, c'est vraiment donc de tirer la croissance, donc d'augmenter le niveau de la production et surtout de créer des emplois. Maintenant, avec des moyens limités, il a besoin donc de l'accompagnement des pouvoirs publics à tous les niveaux. Du soutien de l'État. Oui, à tous les niveaux. Ok. Voilà. Parce qu'en soutenant le secteur privé, pour avoir un secteur privé dynamique, un secteur privé fort, l'État renforce en même temps ses possibilités de recevoir beaucoup plus d'impôts, voilà, que ce soit l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus, la TVA, etc. Voilà, parce que les sociétés qui se développent,
qui recrutent davantage, ce sont des emplois créés, des gens qui ont beaucoup plus de pouvoir d'achat, qui vont forcément donc acheter plus. Vous allez collecter beaucoup plus de TVA, mais aussi des impôts sur le revenu. Donc voilà, l'État aura beaucoup plus de moyens. Voilà. Donc ça veut dire qu'il a intérêt à le faire. Maintenant, on a constaté que il y a des efforts en tout cas qui sont faits dans ce sens, avec notamment cette diplomatie économique active des nouveaux dirigeants, allant en Turquie, donc en Chine, en France, aux Émirats arabes, etc. Nous avons des partenariats. Tout cela, pour moi, l'objectif, c'est comment faire pour renforcer davantage notre secteur privé national. Voilà, comment faire pour encourager le transfert de technologie. Oui, parce que l'objectif étant d'avoir dans les années à venir des champions nationaux, voilà, qui vont se battre dans la sous-région et qui vont même à la conquête de l'Afrique dans le cadre de la ZLECAf. Cette diplomatie offensive dont vous venez de parler, alors on constate, ou bien on a constaté que la France a été zappée. Vous en dites quoi? Zappé, pas forcément, hein, parce qu'on a vu que le président donc, était là-bas. Hein, donc voilà, peut-être ce qu'il faut retenir. Mais pas le Premier ministre. Oui, vous savez que le président, déjà, c'est lui-même qui porte vraiment, donc on appelle la politique extérieure, hein, pour ne parler de la diplomatie. Voilà. Si on dit que le président est là-bas, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'évoquer le Premier ministre, parce que là, c'est la plus haute personnalité de l'État. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'importance qu'on accordait à la France dans les années passées, dans le cadre des échanges, etc., ce n'est plus le cas. Parce qu'avec la diversification, le poids économique de la France a baissé. La France a tellement de problèmes chez elle qu'elle n'arrive même pas à régler. Si vous pensez vraiment que renforcer notre coopération avec la France, c'est ce qui va nous développer, nous allons perdre notre temps. Voilà, aujourd'hui, la coopération chinoise ou encore la coopération turque, voilà, ce sont des gens, en tout cas, qui sont extrêmement donc, dynamiques, qui n'hésitent pas à accompagner à tous les niveaux et surtout à donner un coup de pouce pour que donc, nous dépassons ce niveau de développement. Voilà, en plus, depuis les indépendances, notre compagnonnage avec la France ne nous a pas permis de sortir du sous-développement. Voilà, avec maintenant la diversification des partenaires, pour moi, en principe, c'est une suite logique. Voilà. On a vu que le partenaire de l'autre côté permet en tout cas de mieux s'en sortir et surtout donc de réaliser des infrastructures, pas mal d'infrastructures en un temps record, de recevoir des financements pour les secteurs, surtout dans le cadre en tout cas du développement des secteurs primaires. Je pense que c'est important, c'est très important. Je reste persuadé que par exemple les partenaires signés avec la Chine et la Turquie dans le secteur de l'agroalimentaire, si on arrive sur le suivi et à les concrétiser, on verra une très nette évolution dans ce secteur-là. Et ça va faire baisser drastiquement les importations aussi donc de lait ou encore de denrées alimentaires, parce que les importations rien que les 10 premières denrées alimentaires que nous importons, ça nous coûte plus de 1000 milliards. Et que nous avons la possibilité de produire presque tout ça chez nous. Tout à fait. Voilà, avec la coopération chinoise ou encore la coopération turque, l'objectif c'est quoi? C'est de booster notre niveau de production. Tout à fait. Voilà, et je pense que c'est une orientation très intéressante à encourager. À l'ère de la ZLECA, zone de libre-échange continentale africaine, quelles opportunités s'ouvrent pour l'industrie sénégalaise sur le marché africain? Oui, parce que la ZLECAf, en tout cas,
c'est un marché continental qui regroupe toute l'Afrique. Sur les 54 pays, je pense que les 53 ont déjà ratifié. Il ne reste que l'Érythrée pour avoir les 54 pays, avec environ 1,2 milliard de consommateurs. Ça veut dire que c'est un marché extrêmement important qu'il faudrait, qui offre beaucoup d'opportunités. Maintenant, pour pouvoir aller à la conquête de marché, il faut produire. Donc, si le développement des échanges commerciaux n'a pas connu en tout cas une avancée fulgurante dans l'espace UEMOA ou CEDEAO, parce que nous ne sommes pas industrialisés. Maintenant, que ça s'appelle ZLECAf ou un autre nom, tant qu'on reste toujours sous-industrialisé, on ne pourra jamais en profiter. Parce que dans le cadre d'un échange entre le producteur et le consommateur, celui qui tire de la valeur ajoutée, c'est bien entendu le producteur. C'est la production qui permet de dégager de la valeur. Maintenant, vous ne produisez pas, ça pose problème. Vous savez, par exemple, dans l'Union européenne, ce qui fait que les choses marchent beaucoup, parce que ce sont des pays industrialisés. Et chaque pays de l'Union européenne, pris individuellement, son premier partenaire commercial, c'est d'abord l'Union européenne. C'est à autour de 60 à 65%. Voilà, ce qui n'est pas le cas chez nous. Elle joue le protectionnisme. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une opportunité unique en son genre qu'on pourrait utiliser, exploiter, à condition que nous misons d'abord sur notre industrialisation. Tant que vous ne vous industrialisez pas, vous ne serez pas en mesure de produire en grande quantité, ce qu'on appelle en économie d'échelle. Et si vous aurez même du mal à approvisionner correctement le marché local, le marché national, même si on vous ouvre toutes les portes de l'Afrique aussi, ça ne vous servira pas à grand-chose. Voilà, maintenant les opportunités existent, les ambitions sont là. Il faut surtout connaître les enjeux, accompagner le public national, profiter des autres marchés, voilà, des autres marchés, donc plutôt que de se concentrer seulement au niveau du marché national. Mais pour cela, le problème de financement se pose, ça il faut le dire, ça se pose avec beaucoup d'acuité. Parce qu'en réalité, s'il y a vraiment un problème qui vient régulièrement, ce qu'on appelle que les gens évoquent de manière récurrente, c'est l'accès au financement. Malgré les différentes initiatives prises par les précédents gouvernements. Voilà, avec la création de la BN2, avant la BN2 c'était le FPE, le Fonds de promotion économique, qui est devenu BN2 plus tard, le fonds GIP, le fonds 6. Oui, mais jusqu'à présent, dès que vous voyez une rencontre entre hommes d'affaires, une rencontre entre le secteur privé, le problème qui revient toujours, c'est l'accès au financement. Ça veut dire qu'il faudrait quand même qu'on réfléchisse davantage en profondeur sur ces questions d'accès au financement, voir exactement où se trouvent les blocages, les difficultés, afin d'essayer de trouver des solutions sur mesure. Pourtant, des structures ont été créées. Est-ce qu'elles jouent véritablement leur rôle? Naturellement, elles sont en train de jouer leur rôle, mais peut-être voilà, le travail n'est pas suffisant. Voilà, parce que si le problème reste toujours entier, ça veut dire que le travail, en tout cas, n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Tout à fait. Alors, le troisième thème de notre émission, le secteur extractif. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons Dr Mor Gassama, économiste, enseignant chercheur à l'INSEPS, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur Gassama, le Sénégal entre progressivement dans l'ère pétro-gazière. Quels sont, selon vous, les principaux défis économiques liés à la gestion de ces ressources? Je pense que l'un des principaux défis, c'est d'abord ce qu'on appelle la transparence dans la gestion des ressources issues de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Parce que, comme on a l'habitude de le dire, ou plutôt ce que nous disait notre cher professeur Moustapha Kassé, à
chaque fois qu'on évoquait les ressources naturelles en Afrique, les gens sont allés jusqu'à parler de malédiction. Et nous avons la chance, avant de découvrir toutes ces richesses-là, d'avoir connu au moins des alternances démocratiques. Ça veut dire que nous avons atteint un certain niveau de développement, donc de maturité. Ce qui a été quand même une chance énorme. Tout à fait. Ça veut dire que ces ressources ne peuvent être que de la bénédiction pour nous. Voilà, et d'ailleurs notre professeur l'a toujours défendu, qu'il ne croit pas à la malédiction des ressources naturelles, mais plutôt à la malédiction des dirigeants. Voilà, donc il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de transparence dans la gestion donc, de ces fonds-là, mais surtout essayer en tout cas de partir de ces ressources-là pour rendre notre économie beaucoup plus dynamique, beaucoup plus compétitive. Voilà, et je pense que déjà il y a certaines annonces qui sont faites qui vont dans ce sens-là. Je me rappelle encore lors d'un passage à l'Assemblée nationale, le Premier ministre disait que, par exemple, pour booster notre production agricole, au niveau, donc, parce que bon, là on parle des énergies extractives de manière générale, hein, avec les phosphates qu'on attend de l'autre côté de Matam, 5 à 6 millions de tonnes par an. On voudrait préserver donc, le million de tonnes au Sénégal pour vraiment les agriculteurs. Voilà, mais pour le pétrole et comme pour le gaz, on a dit que ce que le gouvernement a décidé, normalement à partir de mi-2026, on va plus importer du gaz, mais on va utiliser notre propre gaz. Voilà. Il y a aussi des efforts qui sont fournis allant dans ce sens pour transformer le gaz en électricité. Je pense que les tests ont été déjà faits par la Sénélec à travers, à partir de sa centrale qui se trouve à Bel-Air, et les tests ont été concluants. Ça veut dire que si toutefois on utilise ce gaz et on le transforme en électricité, le coût va drastiquement baisser. Parce qu'aujourd'hui, ça tourne autour de 120 francs le kilowattheure. Hein. On va dire exactement 117 francs. L'objectif, c'est de le ramener à 60 francs. Voilà, maintenant, si on utilise le gaz, effectivement, ça coûte moins cher. Voilà, donc ça, je pense que ce sont des efforts qu'on ne peut pas négliger. On a vu également la SAR qui a eu à transformer ou à raffiner donc, du pétrole venant de nos côtes pour test. Et ça a été également concluant. On parle aussi de SAR 2, une deuxième raffinerie. Ce qui permettra au Sénégal d'être en mesure de raffiner l'ensemble ou toute la quantité de pétrole dont il a besoin. Ce qui aura aussi un impact positif sur donc, les ménages, parce que si les prix diminuent, le coût de l'électricité va baisser et ça va soulager les ménages et les entreprises et ça va le rendre beaucoup plus compétitif. Je pense que ce n'est pas négligeable. Tout à fait. D'ailleurs, on reviendra sur ce point plus amplement quand on abordera des questions sur l'électricité. Comment s'assurer que les revenus tirés du secteur extractif profitent réellement au développement national et aux populations locales? Parce que déjà, s'il s'agit de l'État, on dit souvent que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Ça veut dire que l'État a son budget. Chaque ministère ou département ministériel donc, a ses projets à financer durant l'année. Donc les ressources que l'État reçoit, souvent c'est pour financer le budget. Maintenant, on ne peut pas se focaliser en se disant que il y a telle quantité d'or ou encore de pétrole ou tel qui est tiré ou bien voilà, du Jolof ou encore du Saloum, donc l'argent doit en priorité être affecté là-bas. L'État ne réagit pas comme ça, nous sommes tous solidaires. Voilà, donc les ressources naturelles qui sont au Jolof n'appartiennent pas au Jolof mais à tous les Sénégalais. Voilà, celles qui sont donc dans le Baol ou encore dans le Ndoukoumane ou encore dans le Waalo, même chose. Voilà, donc on est un seul pays, un seul peuple
Et c'est aux dirigeants maintenant de chercher à équilibrer un tout petit peu. Voilà, moi je pense déjà il serait intéressant de miser d'abord sur ce qu'on appelle le développement ou le rattrapage économique des régions de l'intérieur. Voilà, parce qu'aujourd'hui quand même, sur le plan sanitaire par exemple, comme à part Thiès un peu, presque c'est le désert total sanitaire. Hein. Les gens quittent le Sénégal de profondeur pour venir se faire soigner à Dakar. Alors qu'en réalité, on devrait être capable de relever donc, le niveau du plateau technique, ce qui nous permettra en tout cas de permettre à nos concitoyens, en tout cas de bénéficier, à nos compatriotes de bénéficier d'un système sanitaire de haut niveau, mais ça permettra même de pouvoir réduire, en tout cas de manière significative, certaines évacuations sanitaires. Tout à fait. Voilà, parce qu'on a l'habitude, surtout pour ceux qui ont les moyens, voilà, les gens ont l'habitude donc d'aller faire soigner en France, au Maroc ou en Tunisie. Tout à fait. Maintenant, s'agissant du Maghreb, souvent il y a beaucoup de ces médecins qui reçoivent nos malades, ont été formés à Dakar. Et ils ont même l'habitude de dire que on laisse nos professeurs à Dakar pour nous amener leurs malades. Cela veut dire, ça signifie quoi en d'autres termes? C'est pas parce qu'ils sont plus forts que nos médecins. Mais le seul problème, c'est le niveau du plateau technique. Tout à fait. Voilà, si avec ces moyens-là, on arrive vraiment à doter le Sénégal donc de plateau technique relevé, toutes les capitales régionales, encore départementales, d'un bon niveau de plateau technique, je pense que ça aiderait beaucoup. Bref, il faut en tout cas essayer de miser sur le développement économique et social. Développement économique et social, donc investir davantage pour tout ce qui rapporte. Parce que si vous parlez de l'élevage, vous parlez d'agriculture, vous parlez encore du développement de la pêche, voilà, du tourisme, tout le numérique, bref, partout on peut trouver donc de la valeur, il faudrait mettre les moyens. Voilà. Mais en dehors de ça aussi, essayer autant que possible à orienter ces investissements dans les secteurs sociaux de base, ce qui fait que le Sénégalais, qu'il soit riche ou pauvre, il devrait pouvoir se soigner correctement, il devrait pouvoir manger correctement. Tout à fait. Et c'était pour aborder la redistribution, la fiscalité extractive et les investissements dans les secteurs sociaux. Merci, M. Gassabon. Alors, quel rôle joue la transparence, notamment à travers l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITE, dans la gestion des ressources naturelles? Oui, parce que je pense que l'objectif qui est visé, c'est surtout donc d'exhorter les entreprises qui sont dans ces secteurs-là à jouer la carte de la transparence. L'État central également a trouvé ou en tout cas à collecter des fonds à ce niveau-là, mais aussi à les mettre à disposition du budget. Je pense qu'à travers les actions de l'ITE, au premier semestre de 2025, on a pu collecter pratiquement 236 milliards. Au semestre, ça veut dire que si on fait de pareilles performances au second semestre, ça veut dire que ça va être presque voilà, plus de près de 500 milliards, hein, et ce qui n'est pas mal. Rien que dans l'industrie extractive, ça n'a rien à voir avec voilà, ce qu'on obtient au niveau donc, de l'exploitation du pétrole et du gaz. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand même, il y a énormément d'opportunités pour le Sénégal. Après, il faudrait bien choisir les projets à investir. Voilà. D'abord, continuer à former les Sénégalais dans ces métiers-là. La formation. Oui, l'investissement dans le capital humain. Okay. C'est extrêmement important. Oui, parce que si vous n'avez pas les compétences, vous serez obligé de faire appel à ceux qui en disposent. Tout à fait. Voilà. J'ai suivi il y a quelques années un documentaire pour évoquer un peu l'importance du capital humain. C'était sur l'échelle donc européenne, mais on interrogeait un chef d'État africain, ça portait un peu sur le Congo, avec l'ancien chef d'État Pascal Lissouba.
Pascal Lissouba. Oui, tout à fait. Lorsque le journaliste demandait est-ce qu'il avait une idée sur le pétrole qui était donc exploité, donc extrait donc de ces côtes, de ces terres, donc pour voilà, les importations. Parce qu'à l'époque, je pense que c'était l'entreprise Elf qui le faisait. Il disait non. Il se contentait juste de déclarations faites par Elf. Et il n'avait aucun moyen de contrôle. Aucun. Ça, c'est grave. Voilà. J'ai vu dans ce même reportage, parce que c'était un journaliste d'investigation, qui était allé interroger d'anciens travailleurs de Elf également. Et il a posé une question à savoir est-ce qu'il arrivait souvent de faire de fausses déclarations. Le gars n'a pas voulu répondre. Il a insisté encore. Finalement, le gars a dit oui. Il a dit bon, à combien estimez-vous ces fausses déclarations? Il a dit environ 400 milliards. 400 milliards, si vous prenez 400 milliards de francs CFA, donc dans les années 90, vous faites l'actualisation, vous allez vous rendre compte que ce sont des milliers de milliards. Tout à fait. Tout ça, c'est le prix de l'ignorance. Pourquoi j'ai beaucoup aimé celui qui le disait, oui. Ouais. Parce que si vous pensez le savoir ou les connaissances sont chères, il faut essayer l'ignorance, ça coûte beaucoup plus cher. Voilà, donc c'est pourquoi il faudrait former les Sénégalais au métier du pétrole et du gaz. C'est extrêmement important. Et tous ces métiers-là, les industries extractives. Parce que si on a toujours la possibilité partout d'avoir des Sénégalais qui travaillent et qui contrôlent, il y a de fortes chances que ces histoires-là qu'on raconte de l'autre côté ne se produisent pas ici. Ne se produisent pas ici. Tout à fait, M. Gassama. Alors, quels risques environnementaux et socio-économiques et sociaux accompagnent le développement du secteur extractif et comment peut-on les anticiper ou les encadrer? Oui, partout où vous parlez de richesse, de pétrole, de gaz ou encore d'extraction de ressources naturelles ou ressources minières, que ce soit l'or ou en tout cas le zircon ou tout ce que vous voulez, il y a toujours un risque environnemental qui est là. Voilà, c'est pourquoi... Impact écologique. Écologique. Okay. Donc c'est la raison pour laquelle il faudrait toujours raisonner en termes de développement durable. C'est important. Parce que les générations présentes peuvent produire, mais leurs actions ne devraient en aucun cas mettre en péril celles des générations futures. Voilà, donc il faudrait l'intégrer. Et je pense que depuis quand même le rapport Branly 1987, je pense, où on parle de développement durable. Depuis lors, je pense que les gens quand même ont un œil sur tout ce qui est fait et par rapport donc à son impact sur le bien-être de la population. Vous pourrez passer avec, je pense même pour certaines organisations internationales ou structures financières internationales, pour ne pas dire les organismes, à chaque fois que vous devez bénéficier d'un projet, il y a toujours l'impact environnemental. Tout à fait. Vous ne pouvez jamais espérer bénéficier d'un décaissement d'un projet quelconque si l'aspect environnemental, l'impact n'est pas bien clarifié. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Vous dites que vous voulez construire une route, par exemple, de telle ville à telle ville, ça fait 20 km ou 50 km. Donc, il y a le tracé qui est là, mais vous allez abattre vraiment 15 000 ou 20 000 arbres. Mais ça va causer un tort à l'environnement. Qu'est-ce que vous comptez faire pour réparer? Mais si vous dites que bon, dans les 5 ans à venir, chaque année, on compte, par exemple, planter voilà, 10 000 ou 15 000 arbres, on vous dit que c'est bien. Parce que, voilà, dans ce cas, c'est vrai, vous avez en tout cas enlevé 20 000 arbres, mais sur les 5 ans à venir, peut-être vous allez en planter 50 000, ce qui n'est pas mal. Tout à fait. Voilà, après, maintenant, il y a les normes sécuritaires. Les normes sécuritaires. C'est extrêmement important. Donc, former aussi davantage tous nos agents qui s'occupent de ces normes sécuritaires. Voilà, et surtout les alertes. Parce que si vous parlez de pétrole, de gaz ou autre, il y a toujours des risques. Tout à fait. Voilà, de fuite, des risques d'incendie, on ne sait pas, vraiment d'explosion. Donc il faudrait, parce qu'en tout cas ceux qui travaillent dans ces domaines-là savent exactement les risques
et ils ont des spécialistes voilà, qui les conseillent. Et je pense qu'ils ne vont jamais léser sur les moyens. Voilà, comme le disait un ancien chef d'État français qui est au temps-ci dans les difficultés, il avait l'habitude de dire que si vous pensez que la sécurité est chère, essayez l'insécurité. Voilà. Ce que vous dites là est important, d'autant plus que le Sénégal a vécu ce genre de problème-là avec l'explosion de la Môle 8, je pense, avec les années passées. Donc, vous avez posé beaucoup de problèmes. Et même de la Sonacos. Tout à fait. Dans les années 90. Tout à fait. Alors, M. Gassama, à long terme, le Sénégal peut-il bâtir une économie résiliente en misant sur le secteur extractif? Ou faut-il veiller à le considérer comme une rente temporaire? Vous savez, ça ne pourrait être qu'une rente temporaire, mais en attendant, parce qu'il s'agit bien entendu de ressources épuisables, hein? Donc vous ne pouvez pas compter sur ça ad vitam aeternam. Okay. Voilà, c'est pourquoi on n'a pas le droit de négliger les autres secteurs. Voilà, il faudrait toujours essayer de tirer le meilleur, en tout cas de ce secteur-là, et tout ce que vous avez comme moyen, essayer de réinvestir, comme je vous l'ai dit, dans la formation, dans l'industrialisation, dans les infrastructures, hein, de bonne qualité. Il ne suffit pas seulement de construire des infrastructures, mais il faut que ça soit quand même de qualité, etc. Et surtout préparer l'avenir. Voilà. Il y a aussi, bon, parce que déjà les gens l'ont mis en place, quels que soient les moyens que vous avez tirés de l'exploitation de ces ressources, il faudrait toujours penser aux générations futures. Voilà, ça c'est important. Parce que nous travaillons pour les générations futures, donc il faudrait toujours penser à elles, et en le faisant, je pense que nous avons l'obligation de chercher toujours à prendre les meilleures décisions. Monsieur Gassama, attaquons maintenant le commerce. Quel est l'état actuel du commerce intérieur et extérieur du Sénégal et quel secteur domine les échanges commerciaux? Voilà, merci beaucoup. En tout cas, une question extrêmement importante parce que si nous parlons d'échanges, nous réfléchissons dans le cadre donc, de l'UEMOA, de la CEDEAO, de la ZLECAF, de l'OMC, ça veut dire que c'est le commerce. Hein? Voilà, il faut, parce qu'un pays aujourd'hui n'a réussi à avoir, donc, à produire en son sein tout ce qu'il a besoin. Pourquoi il faut toujours échanger. Le Sénégal, en tout cas, a vu que nous avons naturellement, ou en tout cas, une balance commerciale qui est déficitaire. Hein, même si ces derniers temps, le déficit quand même diminue, ça aussi on le constate. Si vous prenez l'exemple typique du premier semestre, hein, ou du deuxième trimestre, donc vous cumulez, vous êtes déjà en matière d'exportation à 1454 milliards, en matière d'importation, vous êtes à 1722 milliards, ce qui fait globalement un déficit commercial de 268 milliards. Une évolution, parce que le déficit a donc baissé comparé au trimestre suivant où on était presque à plus de 460 milliards. Voilà, maintenant on a vu que ce qui explique en tout cas cette baisse, cette force baisse donc du déficit, ou ce qui explique en tout cas ce qui a boosté nos exportations, c'est surtout l'exploitation donc du pétrole, du gaz. Voilà. Donc les prévisions étaient très largement donc atteintes, c'est les prévisions de production, ce qui a en tout cas boosté le niveau donc des exportations. Tout à fait. C'était pour faire le point sur la balance commerciale, les produits exportés et les dynamiques locales. Ça, c'est important. Oui, alors, bon, parce que ça, il faut le dire également, hein, au niveau, en tout cas, local, donc nous dépendons beaucoup de l'extérieur. Surtout, j'insiste beaucoup encore sur nos importations de denrées alimentaires. Tout à l'heure, je vous le disais que pour les denrées que nous consommons,
les prix utilisés, les 10 premières denrées que nous importons, ça nous coûte plus de 1000 milliards. Rien que le riz et le blé, c'est presque 500 milliards. 500 milliards. Voilà. Donc, vous savez, on a beaucoup de terre. Tout à fait. On a de l'eau. On a une jeunesse disponible. Du nord au sud. Oui, qu'est-ce qui nous manque? De la volonté politique. La volonté politique. Et je pense que c'est ce qu'on attend aujourd'hui des nouvelles autorités. Tout à fait. Voilà. En tout cas, dans leur discours, les nouvelles autorités nous parlent de souveraineté alimentaire et énergétique. Et avec les actes posés, on constate que ça ne se limite pas à un simple slogan. Mais elle voudrait quand même en faire une réalité. Et ce serait une bonne chose pour nos compatriotes. Parce qu'on a du mal à maîtriser les prix des denrées alimentaires. Malgré la volonté des autorités de faire baisser les prix des denrées pour soulager davantage les populations. Mais si vous ne produisez pas assez, vous ne pouvez pas avoir une maîtrise sur les prix. C'est impossible. Ça, c'est vrai. Voilà. Je me rappelle encore lors de l'accession du président Diomaye au pouvoir, au mois d'avril, au mois de mai, ils ont rapidement voulu baisser les prix de certaines denrées de première nécessité. Voilà. Je disais que pour ces denrées-là, comme elles sont importées, les prix fixés ne peuvent porter que sur les stocks disponibles. Oui. Parce que celui qui importe du riz, s'il a un stock disponible de 50 000 ou 60 000 tonnes, il connaît son prix d'achat ou son prix de revient. Donc, dans les discussions, il saura jusqu'à quel niveau il peut renoncer, etc. L'État pourra subventionner le reste. Maintenant, s'il repart pour s'approvisionner, il voit que les prix augmentent de l'autre côté, ça devient de l'inflation importée. Il ne peut pas acheter et vendre à perte. Tout à fait. Voilà. Maintenant, si c'était produit localement, là, on aura une plus grande maîtrise de ces choses-là. Parce que vous pouvez subventionner le matériel agricole, vous subventionnez les engrais, vous subventionnez les semences, vous vous assurez également d'avoir des semences de qualité. Maintenant, si les producteurs n'ont pas beaucoup dépensé sur ces choses-là, parce que l'État les a exportés à l'avance, ça ne les dérange pas de vendre à un prix raisonnable. Tout à fait. Alors, comment le Sénégal peut-il renforcer la compétitivité de ses produits sur les marchés régionaux et internationaux, notamment dans le cadre de la ZECAf? Oui, donc c'est intéressant de renforcer la compétitivité de ces produits dans le cadre de la ZECAf, mais même au niveau national d'abord, ça doit se faire. Parce que nos compatriotes ont tendance à préférer les produits importés que les produits fabriqués localement. Parce que souvent, le niveau de qualité laisse à désirer. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude souvent de dire que si on théorise le consommer local, c'est bien. Mais il faudrait aussi que les pouvoirs publics continuent à accompagner les producteurs locaux dans l'amélioration de la qualité de leurs biens. Les stratégies de monter en gamme, oui, c'est important. Oui, parce que le consommateur, lui, ce qui est intéressant, c'est sa satisfaction personnelle. Lorsqu'il effectue ses achats, il ne raisonne pas forcément en termes de fibre patriotique. Parce que s'il vient une fois, parce qu'il est guidé par la fibre patriotique, il n'est pas satisfait, il ne va pas revenir, malheureusement. Voilà, je donne un exemple très simple. Vous avez envie de soutenir les producteurs de chaussures, voilà, comme ceux qui sont en Gaï ou ailleurs, c'est bien. Maintenant, si vous achetez une paire de chaussures à 10 000 à 20 000 francs, 3 mois après, ces chaussures ne sont plus fonctionnelles. Alors qu'avec ce même montant, lorsque vous achetez des chaussures importées, pendant 2 ans, elles sont toujours opérationnelles ou fonctionnelles. Mais lorsque vous aurez encore de 20 000, vous n'allez pas retourner là-bas. Voilà, c'est pourquoi ils doivent toujours miser sur la qualité. Moi, j'ai vu certains travaux qui ont été assurés par des entreprises locales dans certaines universités. J'ai vu par exemple à l'université de Bambey en 2014-2015, comme ça. Mais si des bâtiments construits, et des amphithéâtres, au bout de 2 ans ou 3 ans, presque, ils ne sont plus fonctionnels, après vous voulez encore prendre les mêmes marchés des autres aux mêmes entreprises, ça pose problème. Donc il faudrait que les consciences aient davantage qui va en tout cas de leur survie
de miser davantage sur la crédibilité et vraiment d'éviter ce colmatage-là, hein, ce que les Wolofs appellent le triangle. Ça, c'est pas du tout bon. Il faudrait être professionnel à 100%. Tout à fait. Même en dehors de ça, c'est une question de patriotisme. Voilà, maintenant, c'est tout à fait normal. Si vous faites des efforts supplémentaires dans la qualité, ça va rendre vos produits beaucoup plus compétitifs. Voilà, tout en sachant que le consommateur, en tout cas, ce qui l'intéresse, c'est juste sa satisfaction. Et avec la concurrence, ça va aussi pousser les entreprises, en tout cas, à faire des efforts dans la qualité. Voilà, parce que la concurrence offre aux consommateurs le meilleur rapport qualité-prix. Vous allez améliorer votre qualité tout en vendant au meilleur prix possible. Et tout ça, c'est grâce à la concurrence. Maintenant, ça, on peut le faire au niveau national avant d'aller à la conquête du marché régional, voire même international. Il suffit juste d'avoir des ambitions pour se développer petit à petit jusqu'à devenir vraiment une firme multinationale. Okay. Le commerce informel reste très présent au Sénégal. Comment peut-on l'intégrer progressivement dans l'économie formelle sans fragiliser les acteurs? Effectivement, oui, c'est un secteur en tout cas qui regroupe beaucoup de personnes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les 300 000 jeunes qui entrent chaque année dans le marché du travail, on nous dit que les 96,5% s'activent dans le secteur informel. Ça veut dire qu'il est difficile aujourd'hui de penser à améliorer les conditions des jeunes sans pour autant soutenir ce secteur-là. Maintenant, l'objectif, bien entendu, des pouvoirs publics, c'est de chercher à formaliser une bonne partie de ce secteur-là. La formalisation. Voilà, si on vous aide à créer votre entreprise et à pouvoir bénéficier de formation, d'accompagnement et surtout de financement, je pense que les gens seront motivés à se formaliser. Voilà. Maintenant, l'accompagnement, c'est la formation. Quelques techniques. Après, le financement, ça peut toujours venir des institutions de microfinance. Après, on va demander aux gens de déposer une garantie. Ça va encore constituer un point faible. Mais l'État peut toujours se porter garant. Parce que si vous versez une certaine somme, donc les 10%, les 90%, la banque pourrait financer jusqu'à hauteur de 90%. Voilà, autrement dit, pour un financement de 500 millions, il suffit juste que l'État dépose 50 millions pour permettre à ces jeunes, par exemple, pour de projets de bénéfice de financement jusqu'à hauteur de 500 millions. Donc, vous déposez 1 milliard ou 2 milliards, vous voyez ce que ça va donner. Voilà. Après, maintenant, il ne suffit pas seulement de financer les gens parce que vous voulez les financer, mais il faut s'assurer de privilégier en tout cas les projets fiables et viables. Voilà, c'est le meilleur moyen d'augmenter en tout cas les chances de réussite des projets. Voilà, les financements existent, les pouvoirs publics ont mis en place certaines structures de financement. Malheureusement, les critères de choix des projets posent problème. C'est pourquoi, que ce soit le régime du président Wade ou encore le régime du président Sall, on a constaté que les stratégies en tout cas de création, de lutte contre le chômage ou plutôt d'emploi des jeunes, ces stratégies n'ont pas porté leurs fruits. Pourtant, il y a beaucoup de milliards qui ont été dépensés. Voilà. Okay. Pour la gestion du temps, M. Gassama, alors quittons le commerce pour l'agriculture. L'agriculture emploie une grande partie de la population sénégalaise, mais reste peu productive. Alors, quels sont, selon vous, les leviers prioritaires pour moderniser ce secteur? Effectivement, parce qu'on nous dit que 65% de la population active travaille dans l'agriculture, mais on n'est pas encore autosuffisant. Vous allez dans les pays développés, c'est entre 2 et 5% souvent de la population active qui travaille dans le secteur primaire, mais qui arrive non seulement à nourrir sa population, mais même à exporter. Ça veut dire que le premier problème dont souffre l'agriculture est le faible niveau de productivité.
Maintenant, si vous voulez améliorer la productivité, il faut d'abord essayer de moderniser davantage les techniques de production. C'est important. Voilà, parce que la manière dont travaillaient donc nos agriculteurs il y a 20 ans ou 30 ans, ces mêmes techniques ne peuvent plus prospérer, malheureusement. Parce qu'il y a 15 ans, 20 ans ou un peu plus, on cherchait à nourrir 5 millions ou 10 millions de Sénégalais. Aujourd'hui, on est à 18 millions 500 et dans les années à venir, on sera 25 ou 30 millions et plus. Ça veut dire qu'il faut obligatoirement moderniser. Tout à fait. Voilà, en modernisant donc, les techniques de production, ça va améliorer significativement donc, le niveau des rendements et au-delà donc, la productivité. Tout à fait. Donc il faut développer. Maintenant, c'est en développant l'agriculture qu'on pourra vraiment créer un lien entre le secteur primaire et le secteur secondaire, ce qu'on appelle l'industrie. Voilà, parce que tout ce qui est produit est censé être transformé. Et ça permettra de capter le maximum possible sur la chaîne de valeur. Tout à fait. Voilà, et si vous négligez votre agriculture, vous êtes dépendant. Donc même si les autres secteurs marchent, tout ce que vous allez gagner là-bas, vous êtes obligé d'acheter à manger et à boire. C'est ce qui nous arrive. C'est pourquoi je vous ai dit que rien que les 10 denrées alimentaires les plus importées, ça nous coûte plus de 1000 milliards. Tout à fait. Donc il y a encore de la matière et énormément d'opportunités à saisir pour donc, les jeunes. Tout à fait. C'était pour aborder les questions d'irrigation, de la mécanisation, accès au crédit et à la formation. Alors, dans un contexte de dépendance alimentaire croissante, le Sénégal peut-il réellement atteindre la souveraineté alimentaire? Si oui, à quelles conditions? Sans aucun doute possible, sans aucun doute, parce que toutes les conditions sont réunies pour que le Sénégal puisse vraiment atteindre sa souveraineté alimentaire. Voilà, maintenant, il suffit simplement d'accompagner les producteurs. Vous connaissez une bonne politique agricole. Oui, les textes sont là. Les textes n'ont jamais fait défaut dans notre pays. Ce qui pose problème, c'est l'application. Voilà. Vous savez, par exemple, du temps du président Ouad avec son fameux plan, donc je pense que c'était la Guana. Voilà. Vous dites que les paysans n'ont pas les moyens d'exploiter la terre. Je demande au directeur et au ministre d'aller exploiter la terre. Vous les remettez des tracteurs, ce que j'appelle les paysans du dimanche. Beaucoup d'entre eux se sont contents seulement de les récupérer, après de les revendre, etc. Voilà. Mais il faut soutenir les véritables acteurs. Et surtout se méfier de ces lobbies-là qui sont là et qui captent tout. Non. Donc, cette année, par exemple, j'ai vu que pour le contrôle, en tout cas, de la distribution des semences et des engrais, il y a une nette amélioration. Il y a toujours des problèmes, Tout à fait. Mais certains, quand même, ont avoué qu'il y a une nette amélioration. Mais les problèmes demeurent jusqu'à présent. Les problèmes demeurent parce que la distribution pose problème. Parfois, c'est une distribution en plein hivernage, alors que bien avant le démarrage de l'hivernage, tout devait être disponible. Voilà. Mais on ne peut plus continuer à dépendre de pluies aléatoires. C'est pourquoi les grands transferts d'eau, ce fameux projet-là, lancé, je pense, par le Premier ministre, vient à son heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va créer les conditions pour permettre aux agriculteurs de pouvoir travailler toute l'année. Tout à fait. Voilà, parce que vous ne pouvez pas vous contenter de travailler 3 mois pour pouvoir vouloir vivre 1 an, ça pose problème. Voilà. Alors, comment intégrer les agriculteurs familiaux et les jeunes dans les chaînes de valeur agricole tout en assurant un meilleur accès au marché? Oui, parce que vous savez, en les organisant, surtout en coopérative agricole, ça pourrait faciliter l'accès au marché. Voilà, parce qu'après, c'est juste un démarcheur qui vient pour acheter en gros et ensuite pour vendre directement. C'est-à-dire on collecte et ça devient beaucoup plus simple. J'ai vu également qu'il y a quelques mois de cela, le nouveau gouvernement, en tout cas, avait lancé
la création donc des coopératives. Donc, on parle de coopératives agricoles, mais les coopératives dans tous les secteurs. Les gens ont besoin de coopératives. Et ça va rendre le travail beaucoup plus efficace, beaucoup plus organisé. Et ça leur permet de pouvoir traiter même avec les industriels. Oui, parce que si nous sommes ensemble dans le même village, moi si je n'ai que 2,5 tonnes, ça va être compliqué de parler avec la grande enseigne ou la grande distribution. Si vous en avez 1,5 tonne, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Mais si là, la coopérative qui est là, chacun amène, on se retrouve avec 50 tonnes ou 100 tonnes, là ça devient beaucoup plus simple. On sait ce que chacun a apporté, on vend et puis on donne à chacun. On va réduire même les intermédiaires. Ce qui permet également aux producteurs de bénéficier davantage donc de leurs efforts. Hein. Donc tout ça, c'est des choses en tout cas à intégrer. Donc après maintenant, l'agriculture familiale va toujours rester, hein, parce qu'elle constitue aussi un point important pour vraiment assurer donc, la survie des populations. Hein, voilà. Après maintenant, l'autre type d'agriculture qu'on va parler d'agrobusiness, à grande échelle, ça permet de compléter. Parce que ce que les gens produisent dans le cadre familial, ça permet à peu près de couvrir les besoins de la famille sur quelques mois. Voilà. Après, si quelqu'un de l'autre côté produit donc en grande quantité, ce qui veut dire que ce qu'on cherchait ailleurs, on arrive à le produire sur place. Et c'est que comme la production sera en quantité suffisante, souvent les prix ne vont pas monter. Voilà, ne vont pas augmenter. Bon, sinon de très peu. Voilà, prenez le prix de l'arachide ou du mil, juste après les récoltes, ça coûte vraiment 200, 300 francs. À la veille de l'hivernage, ça peut aller jusqu'à 700 francs ou 800 francs. C'est énorme. Voilà, maintenant sur l'année, si vraiment on produit en quantité suffisante, du 1er janvier au 30 décembre, il y a de très fortes chances que les variations ne vont pas dépasser 50 francs ou 500 francs. Ils seront stabilisés. Tout à fait. Maintenant, pour cela, il faut produire en quantité suffisante. Voilà, et surtout pour certains biens périssables, hein, il faudrait rapidement aussi créer des chambres de conservation. Je pense qu'il y en a quand même 10 qui sont prévues, avec une grande capacité, ce qui veut dire que ça va régler pas mal de problèmes. Okay. Tout à fait. Alors, abordons la pêche pour gagner du temps. La pêche artisanale, M. Gassama, joue un rôle central dans l'économie et l'alimentation des populations côtières. Comment peut-on mieux soutenir ce secteur face aux défis actuels? Oui, en tout cas, c'est un secteur en grande difficulté. Personne, en tout cas, ne peut le nier, parce que ça saute à l'œil. Hein. Vous allez dans les villages, les bouffes, où les jeunes n'avaient aucune envie de sortir de chez eux, parce qu'ils avaient tout. Oui. Maintenant, ce sont ces gens-là, voilà, qui viennent à Dakar, qui sortent, qui s'engagent à aller à l'immigration, à même transporter les jeunes, voilà, dans des pirogues de fortune, etc., etc. Tout à fait. Et pourtant, la pêche, ça crée pas mal d'emplois, parce qu'on dit que ça crée directement 53 000 emplois et indirectement jusqu'à 600 000 emplois. C'est environ 3,2% donc voilà, du PIB. Ça veut dire que c'est un secteur quand même très important que les pouvoirs publics ont l'obligation de soutenir. Mais avec les accords de pêche, les bateaux, en tout cas étrangers, pour ne pas dire des grandes puissances, venaient pour piller nos ressources. Tout à fait. La surexploitation des ressources halieutiques, notamment par des navires étrangers, garantit une gestion durable des stocks. Moi, je pense que déjà certains actes ont été déjà posés. C'est le fait même de ne pas renouveler certains accords. Voilà. Ensuite, il y a une partie, en tout cas, de nos mers qui sera laissée en repos biologique pour promouvoir la reproduction des espèces. Tout à fait. Voilà. Après maintenant, il faudrait surtout continuer à organiser les pêcheurs, parce qu'ils ne sont pas obligés de vendre tout le temps leurs poissons. Voilà, ils peuvent toujours s'organiser
parce que je pense que ils sont en train de le faire. En comparative, comme ce que les agriculteurs sont en train de faire. Voilà, ce que les terres doivent faire aussi, ainsi de suite. Voilà, pour pouvoir contrôler, en tout cas, cette chaîne de valeur-là. Voilà, et en modernisant davantage le secteur, je pense que le produit qui revient, vous allez pêcher, vendre une partie, transformer l'autre, les sardines et autres là, ça permettra en tout cas de capter le maximum possible. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'industrialisation, c'est vrai. On peut penser aller sur lourd, mais aussi il faudrait promouvoir les PME et les PMI, les petites et moyennes industries. Voilà, ça, et je pense que dans le secteur donc de l'agriculture, de la pêche, ça pourrait vraiment faire revenir la confiance et jouer un rôle capital dans ce qu'on appelle l'immigration clandestine, hein, surtout voilà, ou irrégulière. Parce que tous ces jeunes-là qui prennent le risque d'aller à l'aventure avec tous ces dangers, ces risques de perdre leur vie, dans la plupart du temps, les conducteurs de ces pirogues sont ces pêcheurs-là. Voilà, donc la pêche artisanale, en tout cas, avec les accords, la rupture de certains accords de pêche, les possibilités de moderniser leur technique de travail. Et je pense qu'il y a des quais aussi, hein, qui sont en train même d'être construits, et des chambres, beaucoup de chambres froides, etc. En tout cas, pour la conservation du produit, en principe, si ce qui est annoncé ou ce qui est prévu, si vraiment ça se réalise, je pense qu'on notera quand même, ou on assistera à une nette amélioration. Et ça ne pourrait être que salutaire. Tout à fait. Alors, le secteur, l'électricité, on en a parlé tout à l'heure, mais je voudrais qu'on parle du coût du kilowattheure au Sénégal, d'ailleurs qui figure parmi les plus élevés d'Afrique de l'Ouest. Alors, quelles sont selon vous les causes principales de cette cherté? Production chère, importation, inefficience, subventions, et quelles mesures concrètes l'État pourrait-il prendre d'ici 2 ou 3 ans pour ramener ce tarif à un niveau réellement abordable pour les ménagers? Je pense que l'une des raisons qui peut l'expliquer, ça devait être les taxes. Les taxes, hein. Ce qu'on dit sur l'électricité reste valable aussi sur le carburant. Parce que autant pour l'électricité, on fait partie des villes les pays les plus chers, mais pour le carburant, c'est pareil, hein. Pourtant, il y a plus d'une dizaine d'années de cela, un candidat à l'élection présidentielle même le disait, qu'il ne pouvait pas comprendre que le carburant coûte plus cher à Dakar qu'à Bamako, alors qu'il passe à Dakar pour être transporté sur 1200 km. Et arrivé à Bamako, on doit moins cher, parce qu'il y a trop de taxes. Voilà, mais on pense que si on commence vraiment à exploiter le pétrole issu, en tout cas de nos côtes, ça pourrait faire la différence. Ça pourrait faire la différence. Après, pour l'électricité, aussi même chose, il y a des décisions qui sont en train d'être prises, notamment le fait de transformer le gaz, hein, donc en électricité, ce qui pourra faire chuter drastiquement le coût du kilowattheure. Voilà, ça tourne autour de 120, mais plus exactement 117 francs. Et on pense que si le projet est réalisé, le kilowattheure pourrait coûter 60 francs aux Sénégalais. Et là, ça va rendre notre économie beaucoup plus compétitive, surtout l'industrie. Et ça va soulager aussi les ménages parce que ce sont des dépenses supplémentaires qui vont baisser. Et tout ce qui réduit les dépenses améliore le pouvoir d'achat des consommateurs. Tout à fait. D'ailleurs, je confirme ça. Le gouvernement annonce une ambition de porter le tarif moyen de l'électricité à moins de 60% de kilowattheure à horizon 2050. Pour les entreprises et les industries, ce coût élevé de l'électricité est un frein à la compétitivité. Tout à fait, parce que lorsqu'on produit, on utilise ce qu'on appelle des facteurs de production. Parmi ceux-ci, il y a ce qu'on appelle le travail et le capital.
Maintenant, l'énergie constitue bien sûr un facteur de production. Si vous produisez cher, vous ne pouvez pas vendre moins cher. Parce que lorsqu'on fixe un prix, on le fait à partir du coût de production. Tout à fait. Voilà, vous avez votre coût de production, vous fixez une marge. Plus le coût de production est élevé, plus le prix est censé coûter beaucoup plus cher. Voilà, c'est pourquoi lorsque on réussit à faire baisser le coût de production, ça va rendre même nos industries beaucoup plus compétitives par rapport aux autres de la sous-région. Et ce serait aussi une formidable occasion, en tout cas, de les faire profiter des opportunités offertes par la ZLECAf. Tout à fait. Alors, abordons le tout dernier point, M. Gassama, le loyer. Malgré la loi sur la baisse des loyers votée en 2014, les prix des logements continuent d'augmenter, surtout à Dakar. Comment expliquez-vous cet échec des mesures de régulation et quelles solutions concrètes proposeriez-vous pour rendre le logement accessible aux classes moyennes et modestes? Je pense déjà que pour le logement à Dakar, son prix ou son niveau ne s'explique pas par rapport aux moyens de population, par rapport à leur niveau de revenu. Ça n'a rien à voir, c'est totalement déconnecté. Maintenant, je pense que les choses ont démarré depuis pratiquement 2000 avec la guerre en Côte d'Ivoire. On avait constaté que beaucoup d'Africains qui envoyaient leurs enfants étudier là-bas étaient obligés de les ramener à Dakar. Et ça avait commencé à créer cette bulle spéculative. Et depuis lors, les choses n'ont jamais arrêté, mais au contraire, ça ne cesse d'augmenter, parfois même à une vitesse qui dépasse l'entendement. Le gouvernement avait voté une loi en 2014, mais on a constaté que cette loi a créé plus de problèmes. Parce qu'il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait aucun suivi. Et au contraire, même après cette loi, on a constaté même que les prix ont explosé. Voilà. Ça veut dire que si on voudrait vraiment revenir à la raison, parce que l'idée était bonne en tant que telle, parce qu'on nous parlait de la notion de surface corrigée. Oui, la surface corrigée. Voilà, et donc des prix en fonction des zones. Des localités. Voilà, très bien. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'il suffit juste, si on se base sur cette loi-là, en obligeant tout le monde à régulariser, parce qu'avec, dans le cadre du presse, donc le plan de responsabilité économique et social, il y a quand même quelque chose qui est espéré au niveau de l'immobilier. Tout à fait. Parce que beaucoup de gens louent leur maison, leur appartement, etc., mais souvent dans l'informel. Voilà, maintenant, si les contrats sont signés, en fonction de votre zone d'habitation, il y a un prix qui est fixé par rapport à la surface corrigée. Ça veut dire que si tous les contrats sont signés et on respecte la notion de surface corrigée, en principe, on ne devrait pas pouvoir appliquer des prix exagérés. Voilà. Maintenant, la meilleure manière de réagir, c'est surtout de mener ce qu'on appelle une politique active de l'habitat. C'est important. Autrement dit, construire beaucoup de logements sociaux, favoriser davantage ce qu'on appelle l'accès au premier logement. Vous venez dans le marché du travail, vous êtes prioritaire. Donc dans ce cas, ça pourrait vraiment, et même pour les jeunes qui viennent de démarrer le travail et qui veulent faire un prêt pour acheter un appartement ou encore une villa, ils peuvent bénéficier donc d'un prêt à un prix concessionnel. Tout à fait. Donc je pense que tout cela va jouer un rôle important. C'est vrai que le problème de Dakar quand même est très compliqué parce que Dakar n'est pas très vaste. C'est 550 km², 0,3% du territoire national où on a presque plus de 4 millions ou 5 millions de Sénégalais. Ça veut dire que c'est Dakar même qui étouffe, qui pose problème. On a cherché à créer une deuxième ville, soi-disant à Diamniadio, mais l'échec que j'ai constaté là-bas, c'est que les gens partent le matin à Diamniadio pour retourner le soir à Dakar. Alors que si c'était à 100 ou 150 km, vous créez toutes les infrastructures, que ce soit les infrastructures scolaires, universitaires, hospitalières.
et immobilière. Les gens n'ont pas besoin, sauf si vous avez des parents à Dakar, sinon vous n'avez rien à faire à Dakar. Vous quittez votre lieu de travail, vous rentrez à la maison, vos enfants ont de bonnes écoles, vous tombez malade, il y a des hôpitaux avec un plafond relevé, je pense que ça pourrait faire l'affaire. Voilà, donc malheureusement, sous le règne de Wade, il y avait la deuxième capitale qu'on voulait créer, donc Mekhe-Pekes ou Lompoul, à Lompoul. Voilà, mais ça n'a pas abouti à cause, je pense, du circuit qu'on avait trouvé sur place. En tout cas, il y avait une matière première qu'on avait trouvée sur place qui avait faussé un peu les choses. Mais on peut quand même réfléchir à créer une nouvelle capitale, au moins à entre 150 et 200 km de Dakar. Voilà, maintenant, si on investit dans les infrastructures, surtout ferroviaires, le déplacement devient beaucoup plus facile. Et ça pourrait quand même décongestionner davantage Dakar. Tout à fait. Certains estiment que la flambée des loyers résulte d'un manque de politique publique de logement social et d'une forte spéculation immobilière. Alors, pensez-vous que l'État, vous l'avez dit tout à l'heure, doit intervenir plus fermement dans la fixation des loyers ou encourager davantage la construction de logements abordables? L'un n'exclut pas l'autre. Parce que vous êtes dans une république, dans un État où il y a des textes et des lois à respecter. Tout à fait. Si l'État décide de quelque chose, tout le monde est censé le respecter. Maintenant, ceux qui osent défier l'autorité doivent être sanctionnés seulement. Voilà, mais cela ne devrait pas non plus constituer un frein pour construire des logements. C'est pourquoi j'ai parlé de politique active de l'habitat. Ça veut dire quoi? De manière concrète, c'est construire beaucoup de logements. Voilà, la SECAP et la SNHLM le faisaient, mais ces dernières années, je pense que tel n'est pas le cas. C'est pourquoi, rien qu'à Dakar, je pense, on estime à près de 500 000 le déficit de logement. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire. Et comme tout le monde veut habiter à Dakar, ça veut dire qu'on est obligé de favoriser davantage ce qu'on appelle la construction en hauteur. Voilà. Voilà. Mais je pense également avec le développement des pôles territoires, en principe, toute l'activité ne sera plus concentrée à Dakar, mais partout, il y aura des choses à faire. Et je pense que ça pourrait aussi constituer une bonne occasion pour promouvoir donc, le logement ailleurs. Et je pense que c'est ce qui est prévu même dans le cadre de l'accès à l'habitat. Donc, dans toutes les capitales régionales, départementales, les gens vont construire. C'est-à-dire, la SNHLM ou la SCAP. Vous ne pouvez plus, par exemple, vous limiter à construire dans la région de Dakar. Mais vous allez le faire partout. Voilà, et je pense que ça aussi, c'est une initiative intéressante qui a été prise par les nouveaux tenants du pouvoir. Une belle initiative. Alors, le temps, nous avons épuisé complètement le temps, nous avons même débordé, c'était intéressant. Votre dernier mot, M. Gassama? C'est un grand plaisir, en tout cas, donc, de répondre à votre invitation. Sinon, si on parle de l'actualité politique économique au Sénégal, c'est une situation un peu difficile, c'est-à-dire que dû vraiment à des dérives du défunt régime, les populations peuvent être pressées, mais je pense que le régime doit continuer à communiquer davantage et surtout à continuer à prôner, comme il a démarré, la transparence. Parce que tant que les gens ont la bonne information, souvent ils peuvent toujours avoir un peu plus de patience. Maintenant, s'ils n'ont pas les bonnes informations, il sera difficile de les maîtriser, de les contrôler et surtout, ça pourrait être la porte ouverte à, en tout cas, toute forme de spéculation. Voilà. Et pour éviter ce genre de situation, il faudrait communiquer. Voilà, encore une fois, le développement, c'est un processus, ce sont des étapes. Personne ne détient une baguette magique pour développer le pays. Il faut poser des actes qui, petit à petit, vont sortir le Sénégal de cette situation de morosité. Voilà, et tout le monde est censé s'engager. Les autorités montrent la voie à suivre
mais c'est tout un chacun qui doit se déployer, qui doit se donner à fond pour le développement économique et social de notre pays. Ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. D'ailleurs, je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevions Dr Mor Gassama, économiste, enseignant, chercheur à l'INSEPS, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur Gassama, merci d'avoir accepté notre invitation. La partie technique a été entièrement assurée par Ibrahim Diop. Nous remercions également le directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop, et nos fidèles auditeurs qui nous suivent tous les dimanches à partir de 13h à la présentation Abdou Diouf. Dimanche prochain pour un autre invité.